Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'activité de clôture dont le thème portera sur le pouvoir d'agir personnel des personnes et des collectivités. Alors, on est en fin de colloque, alors pour gagner du temps et s'assurer que tout va se dérouler rondement, alors nous vous demandons, si ce n'est pas déjà fait, s'il reste encore des gens qui ont des problèmes de les déposer dans la boîte qui est là, qui est réservée à cette fin, mais c'est supposé être pas mal fait. Et voici, cette étape-là étant passée, notre conférencier est expert sur le pouvoir d'agir, est nul autre que Yann Lebossé, professeur titulaire et chercheur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il est aussi l'auteur de nombreuses publications sur ce sujet, dont le petit livre vert intitulé « Soutenir sans prescrire, aperçu synoptique de l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités », alors qui offre une synthèse pratique de ses travaux. Yann Lebossé va avoir deux grands défis à relever. D'abord, très peu de temps pour exposer ses travaux, puis ensuite, un public un peu saturé après 2 journées entières de présentation. Mais ne vous inquiétez pas, Jean-Nicolas et moi allons sauver notre sympathique conférencier en péril grâce à nos conseils gratuits et notre approche d'animation thérapeutique bienveillante. Avant tout, on aimerait débuter en corrigeant une coquille, et je suis déçu là, de voir sur la diapo, on pourrait la replacer s'il vous plaît, que j'avais proposé de faire la correction tantôt à l'heure du lunch. Là, ça serait plus prescrire sans soutenir, qui serait le thème qui devrait être déployé, mais on voit que ça n'a pas été corrigé. Mais de toute façon, on aimerait soutenir Yann à travers sa démarche aussi en tant que gardien du temps. Nous allons, Yann, vous aider à respecter l'horaire en limitant le temps que vous aurez pour résoudre chaque problème. On a 2 boîtes en fait, on a tout ramené dans une grosse boîte à problèmes. Alors, on vous offre de faire du triage des problèmes. Plusieurs personnes, en fait, et là, on est serré dans l'après-midi, il y a des personnes qui sont des cas à problème. Hein. On dit en santé mentale, si quelqu'un a un trouble de santé mentale, la moitié de ceux qui ont un trouble, ils en ont 2, puis dans ceux qui en ont 2, la moitié en a plus que 2. Alors, là, je crois qu'on n'a pas aujourd'hui à régler tous les cas problèmes et ça serait trop long. Puis peut-être un jour, il va falloir se demander pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de problème puis il y en a qui en ont autant. Alors, ça ne sera pas ici qu'on va régler ça. Et on va essayer, si ça vous aide, on pourra retirer les cas où il y a trop de problèmes. On va aller un à un. On va essayer d'être efficient et performant. Moi, je travaille dans le réseau. J'ai une expertise. Afin d'accélérer le processus aussi, on vous propose, et ça c'est bénévole, c'est gratuit, on essaie de vous aider, d'apposer un diagnostic provisoire sur chaque feuille à problème. Alors, à ce moment-là, si on voit un cas de dépression, burn-out, trouble anxieux, on pourrait l'indiquer. Ça va faciliter les références, parce que j'imagine que quand on a plein de boîtes à problèmes, on essaie de référer les gens le plus vite possible. Alors, si nous, on fait un pré-triage, on va mettre un... C'est gratuit. Dites-nous vos préférences, si vous aimez mieux les problèmes collectifs, les problèmes personnels. On avait 2 cases pour les différents types de problèmes. Alors, ça aussi, on peut vous aider là-dessus. On est là pour qu'on finisse dans les temps et aussi pour vous aider. C'est vous qui décidez. En fait, on dit l'empowerment, c'est pouvoir faire des choix. Vous pouvez faire le choix de prendre 1 ou 2 problèmes ou d'avoir des problèmes avec diagnostic ou sans diagnostic. En voulez-vous du pouvoir d'agir? Nous, on est là pour vous en donner. Alors, peut-être tu as quelque chose à ajouter? Moi, j'irais en vous donnant des idées de conditions gagnantes qu'on rencontre très souvent et il y a bien du monde des conférenciers qui s'en sortent grâce à ça. La première des choses, je vous dirais, évitez de répondre à une question par une autre question. Hein? Parce que ça amène à faire de l'introspection et on n'a pas le temps pour ça. On a un paquet de gens ici, on est encore sur une île, ils ont des ponts à traverser. Donc, ils vont vouloir partir plus vite. Je vous dirais aussi, privilégier les réponses courtes. À l'heure qui est rendue, 8 mots et plus par phrase, c'est compliqué. J'essaie de me lire, j'ai de la misère. On est fatigué. Donc, privilégier les réponses courtes. Les personnes qui ont des problèmes, de toute façon, sont à la recherche de solutions simples. OK? Alors, s'ils font faire des problèmes compliqués, on n'a pas, le colloque est à veille de finir. Trop tard pour les problèmes compliqués. Et de toute façon, on pourra leur donner des idées pour aller consulter à un autre endroit si c'est nécessaire. Ne vous en faites pas avec ça. Hein? On va être performant. Ne vous inquiétez pas, soyez relax.
Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous nous faites signe. On est là. OK? On peut vous prendre en charge s'il le faut. On est très bon là-dedans. Donc, vous nous faites signe, quelque chose de discret, vous tombez sur le côté, vous criez, et on va venir vous aider. OK? Et de toute façon, prenez pas trop de temps non plus à nous donner des conseils professionnels. Beaucoup de gens sont un peu comme moi, et on n'écoute pas les conseils des professionnels. OK? Donc, alors, c'est que voulez-vous, on manque de sens critique, j'imagine. C'est pas très abondant ces temps-ci. Donc, voilà. Mais, trêve de billevesée, je vais vous introduire notre conférencier cet après-midi, M. Yann Lebossé. Il est professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval à Québec, bien sûr. Depuis 20 ans, il se consacre à l'étude des aspects théoriques, empiriques et pratiques du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Sans plus tarder, veuillez accueillir notre conférencier, M. Yann Lebossé. Parfait, merci. Vous m'entendez bien? Bon, avec des gens qui veulent du bien comme ça pour moi, je crains qu'ils risquent de l'avoir. Alors, on va commencer. La conférence s'appelle « Agir pour reprendre sa route ». Ça fait référence à une analogie qui imaginerait que la vie consiste à s'épanouir. Et on passe nos vies sur le chemin de l'épanouissement. Mais il y en a qui s'arrêtent sur le pas de la route parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'avanceront plus, ou parce qu'ils ont même l'impression d'avoir perdu la capacité à marcher. Donc c'est surtout pour ces personnes-là qu'on va essayer de restaurer le mouvement, qu'on va essayer de faire en sorte que les personnes puissent reprendre le goût de reprendre leur route et de marcher. Mais il faudra commencer par des petits pas, des pas proximaux, précisément. J'ai pas... Ah, c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette approche? Parce qu'on est face à un triple problème. Un problème d'augmentation de la demande. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'accompagnement. De diminution des ressources disponibles. Il y a de moins en moins d'argent. Il faut faire plus avec moins. Et des pratiques traditionnelles mises à l'épreuve. Il y a deux grandes hypothèses dans les pratiques professionnelles avec lesquelles on peut considérer qu'on a des difficultés. C'est-à-dire que ce sont des hypothèses qui font en sorte que les pratiques professionnelles sont parfois, et même assez fréquemment, dommageables. L'hypothèse des carences. L'hypothèse des carences, c'est l'hypothèse qui considère que si vous avez un problème, c'est qu'il vous manque quelque chose. Une enfance correcte, une compétence particulière, un profil adéquat, un âge correspondant aux critères d'accès aux services. Bref, il vous manque quelque chose. Et la corollaire, c'est que si j'arrive à vous combler votre manque, alors là, vous n'avez plus de problème. Seulement, ça ne marche pas. On s'est souvent aperçu qu'on a beau essayer de régler un manque, il en a un autre qui apparaît. Et puis surtout, quand on regarde quelqu'un du point de vue du manque, on se place un peu comme un sauveur. Comme quelqu'un qui va, avec ses petits bras, prendre en charge la personne et va résoudre le problème à sa place. Alors en fait, personne n'a la capacité de résoudre le problème des autres. On peut créer des conditions pour faire en sorte que les problèmes soient abordés de manière efficace, mais on ne peut pas résoudre les problèmes à la place des autres. Ou alors on s'épuise, on fait un burn-out, une dépression, on devient cynique et on finit par démissionner. L'hypothèse des carences, c'est aussi l'hypothèse qui fait qu'on a un regard déficitaire sur les gens, c'est-à-dire qu'on les voit avec la stigmatisation. On ne voit plus une personne, une femme, on voit une femme battue. On ne voit plus une personne en difficulté, on voit une dépressive. C'est un peu comme ces deux médecins qui se croisent dans le corridor. Il y en a un qui dit « Qu'est-ce que tu fais? Je viens de faire une appendicite, moi je vais faire un bras cassé. » Il n'y a personne, la personne a disparu derrière. Donc c'est un des effets iatrogènes. Il y a aussi l'effet de la double victimisation. C'est lorsque on veut traiter une carence parce qu'on a diagnostiqué que la personne avait un problème. Ces messieurs m'ont proposé tout à l'heure de diagnostiquer vos problèmes. Ils sont très gentils, ils sont bénévoles en plus. Sauf que vous n'avez pas forcément envie qu'on vous mette un diagnostic sur vos problèmes. C'est peut-être le problème, c'est peut-être le diagnostic. Donc, le fait de mettre un diagnostic sur un problème ne lui donne pas une existence plus importante, mais peut donner l'impression qu'on sait quel traitement appliquer. Un peu comme si
on avait toutes les compétences professionnelles pour résoudre un problème une fois qu'on l'avait identifié. Et on utilise beaucoup dans les approches traditionnelles cette idée qu'il faut poser un diagnostic précis et qu'une fois qu'on a un diagnostic précis, on a juste à appliquer la technique correspondante et le problème va être résolu. Ça aussi, ça ne s'avère pas tout à fait vrai. Donc l'hypothèse des carences pose des problèmes parce qu'on rentre souvent dans un bureau d'aidant avec un problème et on ressort souvent avec 2. Et des fois même 3. Le problème majeur avec lequel on repart souvent, qu'on n'avait pas au départ, c'est de ne pas satisfaire les attentes de l'intervenant. Et généralement, on a un troisième problème, c'est de ne pas correspondre au profil pour lequel il est payé. Donc, c'est ce que je disais, on arrive avec un problème, on repart avec plusieurs. L'hypothèse du grand soir, ça c'est l'hypothèse inverse, qui dit ça ne sert à rien de traiter les problèmes au cas par cas, on a un problème de société. La société est pathogène, ce qui est tout à fait vrai. Les problèmes sociaux sont générés par la façon dont la société fonctionne, c'est tout à fait vrai. Mais ils en arrivent à la conclusion, donc changeons la société d'abord. Un jour. Faisons la révolution. Et une fois qu'on aura changé l'ordre établi, on n'aura plus de problème avec l'ordre établi. Non, mais on aura un problème avec le nouvel ordre. Parce qu'on va le remplacer par quoi, l'ordre établi? Et on va le remplacer quand? C'est toujours pour plus tard. Alors le problème du grand soir, c'est que c'est toujours pour plus tard. Donc pendant ce temps-là, la situation des personnes se détériore et on se retrouve dans une situation qui se dégrade. C'est ce qui fait qu'on retrouve souvent, par exemple, des gens qui sont militants, qui sont très engagés dans les réseaux communautaires ou militants, et qui ne vont pas bien, qui vont même de moins en moins bien. Parce que la partie pour laquelle ils travaillent et ils militent, ça les aide, et même quelquefois l'entraide est très, très importante, mais la partie personnelle, la façon dont ils vivent ça, elle n'est pas prise en charge, et ça se détériore. Donc il y a des effets dommageables également. Donc on a des problèmes avec des pratiques traditionnelles qui sont dommageables, parfois, une augmentation de la demande et moins d'argent. Donc on nous demande de faire plus avec moins, et avec des pratiques qui ne correspondent plus du tout, ou plus vraiment, aux besoins d'aujourd'hui. On est parti avec une hypothèse relativement simple. C'est celle de Ricoeur, qui nous dit que la souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire, ressentie comme une atteinte à l'intégrité de soi. Ce que nous dit Ricoeur là-dedans, qui est très nouveau, c'est que la souffrance, ce n'est pas forcément une souffrance intérieure, ou ce n'est pas seulement une souffrance intérieure ni une souffrance physique, c'est le fait de ne pas pouvoir agir sur ce qui est important pour soi, le fait de ne pas pouvoir influencer son existence, donner une direction à son existence. Et en fait, on se retrouve dans une situation où on a un sentiment d'impuissance. C'est pour ça que les livres s'appellent « Sortir de l'impuissance ». Sortir de l'impression que rien n'est possible. En fait, tout l'art de cette approche, c'est d'arriver à vous mettre en évidence que vous avez des possibles, vous avez des positions possibles, et qu'il vous faut simplement trouver la marge de manœuvre avec laquelle vous allez pouvoir fonctionner. L'autre hypothèse qui est importante, c'est que le fait de ne pas se sentir capable, en capacité de gérer une situation, a un effet autodestructeur, parce que je ne me sens pas capable, donc je ne sais pas, donc je me sens encore moins capable, et je sais encore moins, et j'en arrive à une situation où je ne bouge plus, j'ai une forme d'apathie, parce que je me dis à quoi bon essayer à nouveau. Et il arrive quelquefois qu'un échec de plus soit un échec de trop. Donc on est coincé avec un sentiment d'impuissance qui peut être très destructeur. La notion de capacité d'agir aussi, ce n'est pas une compétence. Une capacité, c'est une possibilité d'agir, c'est-à-dire d'avoir les moyens d'agir, d'avoir les moyens personnels et structurels. Si on vous demande de faire une intervention en vous disant débrouillez-vous avec les moyens, ben même si vous avez des compétences personnelles et que vous n'avez pas les moyens, vous n'y arriverez pas. Et le pire, c'est que vous allez vous attribuer l'échec à vous-même. J'aurais dû être capable. C'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans les institutions où on place les gens dans une sorte d'impuissance, d'aliénation. C'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir la responsabilité d'un changement dont ils ne peuvent avoir l'entière maîtrise.
voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on leur dit, tu dois arriver à changer quelque chose, mais la chose en question nécessite des ressources sur lesquelles la personne n'a pas de maîtrise. C'est un peu comme un professeur d'université à qui on dit, tu dois réussir à un concours. Et il peut se présenter à un concours. Il peut participer au concours, mais il ne peut pas garantir qu'il va réussir. Et si on le met responsable de ne pas avoir réussi, on le met dans une situation d'aliénation, puisqu'on lui demande d'être responsable d'une situation dans laquelle il n'a pas l'entière maîtrise. Donc la capacité d'agir ici, c'est d'avoir une réelle possibilité d'agir. De pouvoir faire, de ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. La notion d'intégrité ici est importante, c'est-à-dire que un des éléments, des ressorts fondamentaux de la condition humaine, c'est le sentiment de reconnaissance. La reconnaissance à ses propres yeux, aux yeux des autres, et aux yeux du tiers absent, c'est-à-dire de la société. Alors, s'il faut que pour me reconnaître de la valeur, je dois me sentir capable d'agir sur ma vie. Si j'ai l'impression que je suis incapable d'agir sur ma vie, je me déprécie. Et en me dépréciant, je gis encore moins sur ma vie, et ainsi de suite, et on tombe dans un cercle vicieux. Donc, il y a un caractère essentiel à pouvoir agir sur sa vie, et une souffrance très importante à ne pas pouvoir agir sur sa vie. Ça va, je suis dans les temps? Je viens de m'apercevoir que je peux lire là-dessus. Qu'est-ce que signifie l'expression pouvoir d'agir? Alors on en parle beaucoup du pouvoir d'agir, c'est devenu le truc à la mode. En fait, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que c'est le pouvoir d'agir, mais comment on en fait, comment on contribue au soutien du pouvoir d'agir, du développement du pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est comme les légumes, il n'y a personne qui les fait pousser, les légumes. Ils poussent tout seuls. Quand on dit qu'un jardinier fait pousser les légumes, on imagine le jardinier en train de pousser pour que les légumes poussent. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire en sorte de créer les conditions pour que se puisse se manifester un pouvoir d'agir dans le contexte. Vous pouvez remplacer le mot pouvoir par possibilité. Une possibilité d'agir, c'est-à-dire une possibilité d'aller dans le sens de quelque chose d'important pour nous. Donc c'est la possibilité concrète pour des personnes ou des collectivités d'exercer ensemble ou séparément un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. Je remplacerai maintenant la notion de contrôle, je n'utilise plus cette notion-là parce qu'elle peut confondre avec la toute-puissance. Je dirais influencer son existence dans le sens de ce qui est important pour nous. Avoir une plus grande capacité à influencer, à exercer son influence. En fait, on pourrait dire que c'est la possibilité concrète d'agir comme acteur sur sa vie, sur ce qui est important pour nous. Et ce qui est important ici, dans cette notion, c'est la différence avec la notion d'empowerment. La notion d'empowerment, c'est l'acquisition d'un pouvoir, en général, qui peut être octroyé. Par exemple, dans les entreprises, on utilise la notion d'empowerment pour parler de la promotion des cadres. On leur donne du pouvoir parce qu'ils étaient cadres intermédiaires, ils deviennent cadres supérieurs, on les empowered. Mais ça peut être n'importe quelle attribution de pouvoir, de n'importe quel pouvoir. Ça peut être le pouvoir de nuire, le pouvoir de congédier, le pouvoir de sévir. L'empowerment, c'est un terme qui est très générique en anglais et qui n'a rien à voir avec les pratiques sociales. C'est les pratiques sociales qui ont récupéré ce terme-là. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une publicité avec une voiture et c'était écrit « Empower yourself ». On ne joue pas dans la même cour, là. Donc, en fait, la différence avec le pouvoir d'agir, c'est que le pouvoir d'agir, c'est bien le fait d'acquérir un pouvoir, mais sur ce qui est important pour soi, ses proches ou la communauté à laquelle on s'identifie. C'est-à-dire que ce n'est pas du pouvoir pour du pouvoir. C'est une réelle possibilité d'avancer dans ce qui est important pour nous, pour nos proches ou pour la communauté à laquelle on s'identifie. Le fait de faire cette connexion entre les deux a un potentiel de croissance énorme. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un arrive à nouveau à avoir un peu de contrôle, un peu d'influence sur la façon dont sa vie évolue, il reprend confiance dans sa capacité d'acteur et il se remet en route, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Il se relève et il reprend sa route. Le plus difficile, c'est d'arriver à lui faire vivre une expérience de succès pour qu'il puisse considérer que ça vaut la peine de reprendre la route. Et il y a des gens qui sont assis là depuis tellement longtemps qu'ils ont même oublié l'existence de la route. Donc quand vous leur dites « mets-toi en chemin et épanouis-toi », c'est comme si vous leur parliez une langue étrangère. Et ils peuvent même devenir agressifs. Si vous leur dites « t'es capable, je sais que t'es capable, vas-y, t'es capable », votre t'es capable va sonner comme une agression, et puis il va réagir de façon agressive, parce qu'il va se demander « t'es qui toi pour savoir si je suis capable ?» Il sait qu'il va assumer un échec de plus,
il sait qu'il va devoir vivre avec une déception supplémentaire et se retrouver au même endroit. J'ai un exemple intéressant de ce que les pratiques sociales peuvent être dommageables. Un jour, un homme plein d'initiatives a monté un projet, une initiative sociale, dans lequel il a recruté des personnes en difficulté psychiatrique pour créer une entreprise collective. Ils ont fait une étude pilote, ils ont réussi à initier un mouvement, puis les fonds ont été, comme ils ne s'étaient pas assurés que le financement était stable et récurrent, les fonds ont été coupés. Et les personnes se sont retrouvées le bec dans l'eau alors qu'elles avaient refait un effort à nouveau pour essayer. Je ne vous dis pas la tête du travailleur social qui est allé frapper à leur porte pour leur demander s'ils étaient capables. On a carrément concrètement abîmé ces personnes-là parce qu'on les a mis dans une situation de vivre un échec supplémentaire qui n'était pas dû à eux, mais qui était dû au fait que l'intervention n'avait pas été préparée suffisamment correctement pour assurer un financement pour permettre un succès. Donc on a une responsabilité lorsqu'on demande à quelqu'un de reprendre sa route. C'est de s'assurer que les premiers pas seront un succès. Mais il y a dans cette capacité de connecter le pouvoir d'agir à ce qui est important pour soi, une véritable capacité de sursaut et d'énergie. Et on constate que lorsque les personnes avancent progressivement, elles avancent de manière exponentielle. C'est-à-dire quand elles ont réussi à faire un pas proximal, ce qu'on appelle un pas proximal, c'est le plus grand pas possible, pas forcément un petit pas, parce que ce n'est pas le fait qu'il soit petit qui lui donne une vertu, c'est le fait que ce soit un pas proximal, le plus grand pas possible, et qu'elle réussit, elle a tout de suite envie d'en faire un deuxième, un peu plus grand, et un troisième un peu plus grand. Et à un moment donné, elle a l'impression qu'elle est toute puissante, qu'il n'y a plus rien qui peut lui résister. La vie se charge de lui apporter la contradiction, hein, mais il y a un véritable déblocage de la situation. Et des gens qui ont vécu des situations terribles, je faisais mon doctorat il y a 25 ans, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu des choses horribles et qui s'en étaient remis avec cette approche, ou même sans cette approche d'ailleurs, qui s'en étaient remis avec cette logique et qui ont fait en sorte que cette logique les a amenés à développer un rapport à l'action, un rapport au chemin d'épanouissement, tel que maintenant ils peuvent vivre toutes sortes de difficultés dans leur vie, ils ne sont jamais dans l'impuissance, parce qu'ils ont une expérience d'un succès. Ça m'amène à vous parler de l'expérience. On a parlé hier de l'expérience et du vécu. Le fait de vivre une situation ne se transforme pas forcément en expérience. Il faut qu'on tire les enseignements de la situation. Donc on peut avoir un vécu sans pour ça avoir une expérience. L'expérience, c'est la réflexion sur le vécu, les conclusions qu'on tire. Mais la puissance de l'expérience, c'est le fait qu'on ne peut pas la nier. Quand vous avez vécu quelque chose, c'est définitivement ancré dans vous. Vous ne pouvez pas nier que vous avez vécu un succès. Alors pour les gens qui ont perdu confiance dans leur capacité à réussir, le fait de vivre une expérience de succès leur donne un point d'appui très stable parce que ça leur permet de voir que malgré tout ce qu'ils croient sur leur incapacité, ils ont réussi ça. Et ce succès-là, ils ne peuvent pas le nier. On ne peut pas nier qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Donc il y a une puissance très grande dans la capacité à s'appuyer sur son expérience de succès. Il y a 4 axes théoriques qui permettent de créer les conditions pour soutenir le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Un premier axe qui concerne les théories de la justice. Qu'est-ce qui constitue l'iniquité de la situation? Qu'est-ce qui pose des problèmes structurels? Qu'est-ce qui fait que la société participe aux problèmes? Qu'est-ce qui, dans l'organisation quotidienne, fait en sorte qu'il y a des problèmes? Comment la société contribue à rendre la situation encore plus pénible? Qu'est-ce que ce serait une société plus juste? Qu'est-ce que ce serait une société dans laquelle on pourrait avoir toutes les chances de s'en sortir lorsqu'on rencontre des difficultés? L'autre aspect de théorie, c'est la théorie de l'action. Qu'est-ce qui, selon nous, génère des difficultés et quelle est l'alternative souhaitable? Qu'est-ce qui fait que je suis actif, acteur ou pas? Qu'est-ce qui fait que je donne l'impression d'une apathie alors qu'en fait je suis simplement incapable de prendre le risque d'échouer à nouveau? C'est ce que Castel, le sociologue, appelait la désaffiliation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je me retire dans un univers le plus systématisé possible, dans lequel il n'y a pas de surprise, pour être sûr de ne pas me retrouver en situation d'échec? Comment je peux inverser ce rapport à l'action pour faire en sorte de passer d'une situation où je reçois passivement à une situation où je me mets à agir activement?
La théorie du changement, qu'est-ce qui est possible de tenter? Quel cas de mandat je m'attribue compte tenu de tel contexte? Comment on conduit un changement? Comment on passe d'une situation désagréable ou pénible ou problématique à une situation d'affranchissement? Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Et les théories cognitives, qu'est-ce qui fait que je passe à l'action? Quel est mon rapport à, quel rôle jouent mes pensées dans l'action que je conduis? Quel rôle je développe pour décider d'avancer? Quel est le rapport entre mes pensées et mon inaction ou mon action? Mais ça, c'est un peu abstrait. Alors là, il faut que je revienne dans l'autre sens. Voilà. On a traduit ça, chacun des axes, par une série de concepts de plus en plus précis, et ça termine sur un ensemble de questions. Lorsqu'on est dans une situation qu'on veut changer, une fois qu'on a identifié le problème, on va voir tout à l'heure avec les problèmes qu'il faut identifier les problèmes de façon très spécifique. Qui veut quoi, pourquoi et pour qui? C'est-à-dire, qui veut que je change? Moi, je veux changer ou quelqu'un veut que je change? Pour changer, qu'est-ce qui veut que je change? Parce que ce qui va arriver souvent, c'est que la personne veut que je change quelque chose que je ne peux pas changer et je veux changer quelque chose pour lequel elle n'a pas de service. Alors on arrive quelquefois à des situations surréalistes où la personne me propose une aide dont je n'ai pas besoin et me répond qu'elle n'a pas de ressources pour l'aide dont j'ai besoin. Et l'intervenant est complètement coincé entre des prescriptions qu'on lui donne au niveau des systèmes d'intervention, en disant il faut que vous obteniez la réinsertion de cette personne, son inscription en formation, etc. Alors que sa demande, c'est complètement différent. Elle veut se sentir plus en sécurité dans son milieu, par exemple. Donc il y a un hiatus entre la demande qui est faite et le service qui est proposé. Donc qui veut quoi? Pour qui? Qui doit changer? Très souvent, on va me mettre dans une situation où on va faire croire que s'il n'y a que moi qui dois changer, les autres sont bien corrects, que la société est bien correcte, que j'ai juste à m'adapter. Alors demander à quelqu'un de s'adapter à une société pathogène, c'est de le rendre aliéné. Il faut absolument, dans cette approche, intervenir à la fois sur les aspects contextuels et les aspects individuels, mais pas forcément aller faire la révolution dans la rue, mais utiliser les marges de manœuvre que l'on a pour pouvoir changer les choses à notre niveau, dans notre sphère. Qu'en pensent les personnes concernées? Alors les personnes concernées, c'est... Ah oui, pourquoi? J'ai oublié le pourquoi. Qui veut quoi, pour qui et pourquoi? Les raisons pour lesquelles je veux que vous changiez ne sont pas forcément les raisons pour lesquelles vous voulez changer. Et quelquefois, je veux changer pour vous rendre dans une situation qui sera plus conforme à ce que la normalité désire, mais dans laquelle vous serez plus malheureux. Donc pourquoi vous devez changer? Qu'est-ce que vous pouvez négocier comme changement? Le deuxième axe, c'est qu'en pensent les personnes concernées? Dans cette approche, on a une philosophie très radicale. On considère qu'aucun problème, je dis bien aucun problème social, quelle que soit son ampleur, sur le plan individuel ou collectif, ne peut être résolu correctement sans la participation des personnes concernées. Parce que c'est une expertise qu'ils ont, c'est-à-dire c'est un point de vue essentiel qu'eux seuls ont. Pour donner une image, ce matin je donnais une image qui est assez parlante. Lorsque vous êtes en face de traitements médicaux et qu'on vous demande quel est le niveau de douleur que vous ressentez, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez dire quelle douleur vous ressentez. On ne peut pas déclarer que vous avez mal à niveau 6, niveau 7. Forcément, la qualité de votre réponse vient du fait qu'elle vient de vous. C'est une expertise que vous avez de façon exclusive. Eh bien, c'est cette approche-là d'expertise exclusive qu'on considère importante dans cette approche. Et plus précisément, l'expertise exclusive sur la nature du problème et la nature des solutions. Parce que vous avez rarement le problème qu'on pense que vous avez, et même que vous pensez que vous avez, et vous avez rarement besoin des solutions qu'on vous propose pour vous. Généralement, les solutions qu'on vous propose ne correspondent pas à votre définition du problème, ou sont complètement non viables. C'est le fameux « y a qu'à ». Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Et la différence entre les personnes concernées et les personnes impliquées, c'est que les personnes concernées vivent avec les conséquences de la situation. Vivent avec les conséquences d'une mauvaise définition du problème et avec les conséquences d'une mauvaise application des solutions. Donc en fait, il y a à considérer systématiquement ce qu'en pensent les personnes concernées, et très souvent on arrive à des surprises. Je me souviens d'un intervenant qui travaillait avec des SDF, et il avait mis dans sa tête qu'il fallait leur trouver un local pour l'hiver, ce qui est très, très généreux.
Il a bataillé pendant 1 an pour obtenir des fonds, il a obtenu un local, il a obtenu des clés, etc. Tout était beau, c'était merveilleux, un local tout neuf, et il n'y a personne qui y allait. À un moment donné, il s'est quand même trouvé étonné de ça. 2 minutes, ok. Et il a essayé de comprendre pourquoi. Et puis il s'est aperçu qu'en fait, les SDF n'avaient surtout pas envie de se faire placarder SDF dans un local. Qu'ils n'avaient absolument aucun intérêt à se retrouver identifiés comme étant des gens à problème, et qu'ils préféraient leur liberté à une cage dorée. Mais s'il avait été voir le problème avec les SDF au départ, il l'aurait tout de suite corrigé, il n'aurait pas eu à faire tous ces efforts-là. Donc définir le problème de façon unilatérale quand on est professionnel, c'est très risqué. Dans cette approche, on définit le problème en collaboration avec les personnes concernées. Et les solutions viables aussi. Parce qu'une solution qui n'est pas viable pour une personne concernée, même si c'est la seule solution dont on dispose, elle est inapplicable. Ça ne sert à rien d'appliquer une solution qui ne marchera pas parce que la personne concernée sait qu'elle ne peut pas s'appliquer. Je pense que j'ai terminé mon premier bout. Alors, vous êtes en vacances pour quelque temps. OK. Alors maintenant, c'est le temps, nous allons tester notre conférencier. Alors, il nous a montré un peu sa méthode. Quelques-uns, comme moi, ont eu la chance de l'avoir 2 fois aujourd'hui, plutôt qu'une. Mais là, on va tester le conférencier. La meilleure façon de faire, c'est avec vous, grâce à vous. On va prendre des problèmes que vous nous avez apportés ce midi et un peu plus tard en journée, tout à l'heure. Alors, je vais au hasard prendre celle du dessus. Pour 2 raisons. Elle est sur le dessus, puis je sais que l'écriture est lisible. Donc, personnel ou collectif, M. Le Bossé? Au choix. Au choix. Bon, voilà. Bon. Je me suis souvent sentie impuissante face à la souffrance des gens en me questionnant c'est quoi que je peux faire de plus? Aussi, lorsque je tente de faire des changements face à la perception de mes collègues en ce qui concerne notre manière d'intervenir. Peux-tu me répéter ça lentement? Ah, au moins lentement, OK. Donc, je me suis souvent sentie impuissante face à la souffrance des gens en me questionnant, c'est quoi que je peux faire de plus? Aussi, je me suis sentie impuissante, j'imagine, lorsque je tente de faire des changements face à la perception de mes collègues en ce qui concerne notre manière d'intervenir. OK. Alors là, ce n'est pas vraiment un problème, c'est une situation. On fait une différence dans cette approche entre un problème et une difficulté. Un problème, c'est une situation sur laquelle on peut intervenir et produire un changement. Une difficulté, c'est un élément de contexte. Ça ne sert à rien de faire un problème d'une difficulté, parce que d'une difficulté, on ne peut pas agir dessus. Je donne souvent l'exemple du fait que je vieillis, et je ne suis pas le seul dans cette pièce. Mais si j'en fais un problème, je me mets dans l'impasse, parce que je fais un problème de quelque chose qui est inéluctable. Je peux m'arranger pour vieillir en bonne santé. Moi, c'est mal barré, mais on ne sait jamais. Je peux m'arranger pour vieillir en étant svelte et physiquement en forme, mais je vieillirai quand même. Donc, faire un problème de quelque chose qui ne peut pas changer, c'est se mettre dans l'impuissance. La situation de la personne, quand elle dit « je suis impuissant face à la souffrance », est là. L'impuissance, elle vient du fait que je pense que je devrais pouvoir la combattre. Alors, dans cette approche, on considère que la meilleure façon de combattre la puissance, c'est de permettre à la personne qui souffre de pouvoir s'affranchir de sa souffrance par elle-même, de créer les conditions pour qu'elle puisse moins souffrir. Mais c'est à elle de faire le mouvement. Donc, faciliter les conditions pour qu'elle puisse moins souffrir, ça c'est possible. Mais souffrir à sa place, ça ne sert à rien. La compassion, c'est souvent quelque chose qu'on utilise comme une addition. On ajoute notre souffrance à la souffrance de l'autre. Du coup, on est 2 qui souffrent. Mais on n'allège pas la souffrance de l'autre. Au contraire, on l'alourdit. En fait, constater qu'on ne peut pas agir à la place de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui devrait nous rassénérer plutôt, nous calmer, nous apaiser. Parce qu'on ne se demanderait pas d'être un héros. On se demande simplement de pouvoir contribuer à ce que cette personne puisse s'affranchir de sa souffrance. Quant à ce qui concerne la difficulté avec l'équipe, on n'est pas obligé de fanfaronner qu'on ait une approche différente. Il suffit de se comporter différemment.
Et on est moins en confrontation avec les autres membres de l'équipe. J'en ai, Ouais. j'en ai une autre, très courte. Mais mon fils a des problèmes de consommation. Point. Ça, c'était situation difficile, vous êtes senti dans l'impuissance. OK. C'est tout à fait normal, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais déjà au départ, on part de l'impression que c'est nous qui devons faire quelque chose. En fait, on peut contribuer à créer les conditions pour que le fils se sente mieux, mais à cette question-là, on va poser la question délicate à la personne, imaginons que ce soit une mère. Quel problème ça vous pose le fait que votre fils consomme? Non pas que ça ne devrait pas vous poser problème, mais que ça vous pose un problème spécifique à vous, qui est différent du problème que ça poserait à une autre mère. Et souvent, en clarifiant avec elle quel problème ça lui pose, on va trouver des pistes d'action. Donc, clarifier le problème, la nature du problème, ça nous aide beaucoup parce que souvent, le problème, on a un problème parce qu'on pense que c'est un problème. Ce n'est pas la même situation si le jeune fume un joint de temps en temps que s'il passe sa vie à se piquer avec des seringues d'héroïne. Ce n'est pas le même problème si la personne est habituée de vivre dans la marge ou si c'est une personne qui était straight jusqu'ici et qui du jour au lendemain se noie dans la drogue. Donc on va commencer par essayer de définir le problème de manière circonscrite et opérationnelle. Donc ici, la question qu'on poserait, c'est « Madame, il y avait un problème avec votre fils qui a une addiction. Quel problème l'addiction vous pose? Ou qu'est-ce qui vous fait souffrir le plus dans cette situation ?» Et on irait de plus en plus proche jusqu'à ce qu'elle en arrive, par exemple, au fait que j'ai du mal à accepter que mon fils soit différent. Auquel cas, elle a du pouvoir parce qu'elle a du pouvoir sur ses perceptions, alors qu'elle n'a pas de pouvoir sur le comportement du jeune. Ici, un autre problème. Un jour, mon ancien collègue infirmier s'est fait attaquer par un patient agité et agressif. J'ai été la première à arriver sur les lieux et à appeler le code. Mais je ne pouvais pas l'aider plus, car je me serais fait frapper moi aussi. Il me criait de ne pas approcher, donc j'ai attendu les renforts avant d'intervenir, moi aussi, physiquement. Mais pendant l'attente, je me sentais impuissante. Elle était? De manière très claire. Quand vous avez une maison qui brûle devant vous, vous ne pouvez pas avancer parce que ça brûle tellement fort que si vous avancez, vous allez vous faire brûler. Vous êtes impuissant. Il n'y a plus qu'à appeler les pompiers. Ben, c'est la même situation, effectivement. Dans une situation comme celle-là, il n'y a pas de problème d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas d'action possible. On est face à une difficulté. La difficulté qu'il y a une personne agressive qui est en train de se battre, et puis si j'avance, je vais prendre des coups, et je vais ajouter mon problème de coups au problème de coups du collègue. Donc je suis mieux de faire en sorte de faire venir les secours le plus rapidement possible. Ici un autre. Sur le plan personnel, depuis plusieurs années, avec mes problèmes de jeu. Alors, situation difficile, vous vous êtes senti dans l'impuissance. L'addiction. Dans cette approche, on va s'intéresser à l'addiction d'une manière assez particulière, c'est qu'on va vous poser la question, quel rôle joue l'addiction dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle comble? Comment vous vous en servez? Et c'est paradoxal, mais souvent les gens ne le savent pas. Ils sont addicts, mais ils ne savent pas pourquoi. Et leur faire le chemin, c'est déjà très important. On va commencer par leur proposer de regarder comment ils fonctionnent. J'ai un exemple en tête de quelqu'un qui était addictif au sucre. Mais pas un petit peu, là, il s'achetait des barres de chocolat par série de 4-5 l'après-midi, puis il avalait ça pour faire sa journée. Et il avait des taux de diabète, en tout cas, il était dans un état lamentable. Et on lui a demandé d'aller observer qu'est-ce qu'il faisait qu'il consommait du sucre, s'il y avait des moments particuliers où il consommait du sucre. Et il s'est aperçu que c'est quand il était stressé. Alors on lui a demandé qu'est-ce qui le stressait, particulièrement quand il consommait du sucre. Et c'était parce qu'il était en tension au niveau de ses relations avec sa conjointe. Donc pour gérer ses relations avec sa conjointe, il mangeait du sucre. Alors on a continué à creuser et s'est aperçu qu'en fait, il ne faisait pas face aux problèmes qu'il avait avec sa conjointe. Il a fait face aux problèmes qu'il avait avec sa conjointe, il a divorcé, ce qui n'est pas forcément la solution idéale à chaque fois, là. Mais en tout cas, il ne mange pas de sucre. Lorsque je lui ai demandé la dernière fois comment ça va avec le sucre, il m'a dit quel sucre. Ici, nous avons, c'est un peu plus télégraphique, instabilité dans les protocoles et la direction peu présente, et équipe peu soucieuse de leur environnement en milieu de travail,
lors de crises ou situations dangereuses. Alors là, il faudrait reprendre la situation très concrètement en posant la question pourquoi est-ce que les protocoles doivent être stables? Pourquoi la direction devrait coopérer? Et qu'est-ce qui rend les situations plus dangereuses? C'est-à-dire on va aller au-delà de la définition superficielle du problème, des représentations. C'est comme quand quelqu'un vous dit « mon problème, c'est que l'autre ne se comporte pas correctement ». En fait, l'autre se comporte comme il se comporte, mais il a un impact sur vous qui fait que vous sentez que ce n'est pas correct. Vous avez le droit de ressentir ça pas correct, mais le problème que vous avez, c'est le fait de sentir le comportement comme pas correct. Et vous avez un pouvoir sur la manière dont vous sentez le problème. Vous pouvez agir, vous lui poser problème, mais vous ne pouvez pas définir le problème comme étant dans l'autre, parce que sinon vous êtes dans l'impuissance, c'est l'autre qui décidera de changer ou pas. Il y a un exemple qui me vient, notamment dans la consommation de cigarettes. À une époque, une personne pouvait fumer dans un bureau, et si la collègue qui était dans le même bureau ne fumait pas, elle avalait de la fumée. Et en fait, elle disait, le problème c'est qu'il fume. Non, le problème pas qu'il fume, le problème c'est que la fumée vous dérange. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la fumée ne vous dérange plus, ou qu'il ne fume plus dans votre bureau parce que la fumée vous dérange? Comment vous pouvez lui poser problème? Donc on définit les problèmes, non pas en principe, non pas dans des représentations, mais comme des problèmes concrets incarnés ici maintenant. Peut-être que vous avez répondu en grande partie à celui-ci, mais c'est sur le plan professionnel. Je vis une situation difficile lorsque mes clients ne se mobilisent pas ou peu, malgré les outils. Alors, effectivement, on reprend la même chose, c'est-à-dire pourquoi ils se mobiliseraient? C'est-à-dire qu'on part toujours de l'hypothèse que le client devrait être motivé. Mais s'il était motivé, pourquoi il serait là? S'il est là, c'est qu'il a bien une raison d'être là, il y a une difficulté. Vous savez, on a fait une découverte aux États-Unis il y a quelques années que les clients préférés des psychothérapeutes étaient des YAVIS, des Young Adultes Volontaires et Intelligents. Des jeunes adultes volontaires intelligents. Évidemment, on comprenait très bien qu'avec des jeunes adultes volontaires intelligents, la thérapie, c'était un sport agréable. Mais par définition, ils étaient rares, ces clients-là. C'était les préférés. Donc en fait, le problème, il vient du fait qu'on problématise quelque chose qui est tout à fait normal, qu'une personne ne soit pas motivée lorsqu'on lui propose un changement qui ne correspond pas à ses attentes, est tout à fait normal. Il n'y a pas très longtemps, on m'a posé le problème en me disant les jeunes qui viennent ne sont pas assez sensibles à l'importance de se réinsérer. Et on a décodé ça. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient sensibles à l'importance de se réinsérer? Parce que c'était la job des intervenants. Parce que les intervenants devaient faire en sorte qu'ils se réinsèrent, les jeunes devaient forcément trouver ça important. Alors les jeunes ne trouvaient pas important. Ce qu'ils trouvaient important, c'est d'avoir les ressources qu'on leur donnait, mais la réinsertion, c'est un autre problème. Le problème, c'est que ça conduit à la double victimisation. Les jeunes ont deux problèmes, du coup. Ils ont le problème avec lequel ils composent, et le fait qu'ils n'ont pas suffisamment envie de se réinsérer au goût des intervenants. Peut-être le dernier problème maintenant. Là. Je me sens parfois impuissant devant la clientèle avec qui je travaille, surtout lorsqu'il s'agit de personnes ayant commis des crimes violents à l'égard des femmes et des enfants. Je suis impuissant parce que je veux quelque chose. Qu'est-ce que je veux obtenir de cette personne? Quel est mon mandat? Quel mandat je me donne? On revient ici à la... il a disparu. Oh, il est là. Je suis là. Oui, excusez-moi. Non, c'est ça que je cherchais. Celui-là, OK, bon, parfait, j'en disparais. Que pensent les personnes concernées? C'est ça. Donc, on revient à l'axe des personnes concernées. Qu'est-ce qui fait que je me sens impuissant? C'est parce que je me donne l'impression que je dois obtenir de ces personnes qui sont violentes avec des femmes et des enfants, qu'elles ne soient plus violentes avec des femmes et des enfants, et que je ne peux pas, à moi seul, avec mes petits bras, obtenir ça. Mais je peux faire en sorte que cette personne avance dans la direction d'être moins violent avec les enfants et m'assurer que cette personne n'est plus en situation de pouvoir être violente. Donc, créer les conditions pour qu'elle réfléchisse à sa situation et qu'elle agisse dans une direction qui soit compatible avec mon mandat. Mais si je me donne comme obligation à moi tout seul, faire en sorte qu'il soit plus violent, c'est sûr que je peux me sentir dans l'impuissance. Merci. Je crois qu'on a
on a abordé une dizaine de problèmes, en 1 par 2 minutes environ. Heureusement, vous ne travaillez pas dans le réseau, parce que nous, on a des processus où il faut normalement colliger, catégoriser, aiguiller, et ensuite faire une préévaluation avant de passer à une évaluation. Vous êtes vraiment hors norme. Mais vous êtes quand même intéressant. Et j'aimerais qu'on vous remercie pour toutes ces réponses, franchement, et bien articulées. Ce que j'aimerais vous demander, en fait, là, on arrive au terme. Peut-être vous pourriez conclure sur l'ensemble de ce que vous avez présenté pour qu'on quitte un peu avec les idées principales. OK. Simplement terminer ce tableau-là. Lorsqu'on a identifié qui voulait quoi, pourquoi et pour qui, qu'on a vu le point de vue des personnes concernées, on s'intéresse à ce qu'on peut tenter, concrètement, stratégiquement. Qu'est-ce qui peut être tenté? Quelle est la marge de manœuvre dont je dispose? Qu'est-ce que je peux essayer, étant donné le contexte et les acteurs? Et une fois qu'on a tenté quelque chose, ou qu'on a fait quelque chose avec les personnes concernées, revenir sur la question, qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on a tenté? Et qu'est-ce qu'on pourrait tenter de nouveau? Et en fait, on retombe dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un premier pas, de là où on se trouve, si je veux aller là-bas, il faut que je commence par faire un pas ici. Si je ne peux pas me rendre là-bas en sautant. En tout cas, il y en a peut-être parmi vous qui pourraient, mais moi, je ne peux pas. Donc, je n'ai pas le choix de m'intéresser à où sont mes pieds et qu'est-ce qui fait obstacle à mes pieds. Mais une fois que j'ai réussi à faire un premier pas, là, d'un seul coup, j'envisage de faire un deuxième pas. Et d'un seul coup, j'avance. Donc, je fais un troisième pas. Et maintenant, je me mets à courir. Oui, ma façon de courir est particulière, mais... En fait, ce qui est important, c'est que c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à restaurer mon rapport au mouvement, à restaurer le mouvement, mon rapport à l'action, il n'y a plus rien qui m'arrête en termes de capacité à agir sur mon existence. Et alors, j'essaie de comprendre comment ça se fait que j'ai réussi à faire un premier pas et comment je peux créer les conditions pour en faire un deuxième. C'est vrai au niveau collectif aussi. On pourrait reprendre les 4 axes et, au niveau collectif et montrer que dans les collectifs d'entraide ou d'action collective, on peut utiliser ces 4 axes pour pouvoir diriger l'action et vivre ensemble collectivement un succès. Parce que faire ensemble est beaucoup plus efficace que faire tout seul. Alors, quelques conditions de mise en pratique. Oui, c'est vrai que je peux regarder là. La posture, on n'a pas la possibilité d'aborder cette question-là, mais en fait, il y a 3 postures, en gros, dans les pratiques sociales. La posture de policier, celle du contrôle social, l'agent du bien-être social qui surveille si vous êtes bien aussi mal en point que vous êtes supposé être. La fonction de sauveur, la plus répandue, venez à moi, je vous résoudrai vos problèmes. Et la fonction de militant, qui est militons, on en sortira toujours quelque chose. Ces 3 positions-là posent des problèmes différents, on en parle dans les bouquins de façon plus détaillée. L'autre affaire, c'est renoncer à prescrire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas transformer le développement du pouvoir d'agir en développement du devoir d'agir. Lorsqu'on dit à quelqu'un « tu dois développer ton pouvoir d'agir », on est en train de lui prescrire. Or, il y a une incompatibilité entre la prescription et le devoir d'agir, le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est agir sur ce qui est important pour moi, c'est pas agir sur ce qui est important pour l'autre. Alors, très souvent, on utilise le terme empowerment et même pouvoir d'agir à des fins prescriptives. On appelle ça poliment la responsabilisation. Responsabiliser les gens, faire en sorte qu'ils agissent. Mais ça, c'est vraiment du devoir d'agir, c'est pas du pouvoir d'agir. La présence d'une double expertise. J'ai absolument besoin de l'expertise de la personne accompagnée. Il n'y a qu'elle qui sait si le problème que j'essaie de régler, c'est le bon problème, et si les solutions que j'essaie de régler sont des solutions viables. Marcher à côté de la personne accompagnée, ça signifie que dans cette approche, l'intervenant ne pousse pas la personne en avant, en disant « vas-y, avance ». La tire pas, comme le sauveur, en arrière, en disant « allez, dépêche-toi, avance, je force inutilement », mais marche à ses côtés. Elle va faire le pas aussi grand que la personne peut faire, ce qu'on appelle le pas proximal, le plus grand pas possible, et va regarder avec elle quels sont les obstacles pour faire le prochain pas. Donc elle marche à son rythme. Or, très souvent, l'intervenant, il est 5 pas en avant, parce qu'il a déjà vu la solution avant d'avoir compris le problème. C'est quelque chose qu'on a vu ce matin encore à nouveau. Et quelqu'un a à peine énoncé une première définition de ce problème, que déjà il y a le fusil à solution qui sort là. Et puis on lui propose 50 solutions avant même qu'il ait compris quel problème il avait.
Donc, aller à la recherche du pas proximal, générateur d'une expérience de succès qui importe ici maintenant. Donc, l'idée générale, c'est vraiment ça, c'est trouver le pas proximal, le plus grand pas possible, qui va me faire vivre un succès, qui me donnera envie de reprendre le mouvement, de repartir, de me remettre en marche. C'est vraiment l'idée de l'approche. C'est une approche qu'on a mis 15 ans à développer, même 20 ans maintenant, qui a commencé en 2001 avec un premier groupe test, puis vous voyez les années ont filé. On a formé près de 1200 personnes dans 5 pays différents. Bon, il y a 5 livres, il y en a même 7 maintenant, avec plusieurs dizaines d'articles dans les revues scientifiques. Il y a, de façon intéressante, 2 livres qui ont été publiés par des personnes qui ont été formées et qui racontent leur expérience d'intervenant, qui montrent comment ils ont tiré les enseignements de cette approche pour modifier leur pratique de façon assez radicale. Et quelque chose qui peut paraître bizarre, mais avoir du plaisir à être intervenant. Ils arrivent à s'épanouir comme intervenants. Voilà les 3 livres en question. Le premier, c'est un petit résumé des principes de base. Le deuxième, c'est le volume théorique, c'est-à-dire qui explique pourquoi théoriquement on devrait travailler à soutenir le pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Et le troisième, c'est les aspects pratiques, c'est-à-dire comment on s'y prend concrètement. L'idée véritable de cette approche, c'est de faire en sorte que vous soyez tous des agents de changement, que vous utilisiez tous vos marges de manœuvre pour faire en sorte que la société ne puisse plus continuer à être aussi pathogène pour les personnes en difficulté. Et je termine souvent en disant, imaginez ce qui se passerait si 50% d'entre nous utilisaient à fond les marges de manœuvre dont ils disposent dans les milieux où ils se trouvent. Les pratiques sociales changeraient du jour au lendemain. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Yann. Sur vos tables, vous allez voir des petits coupons là, qui sont de couleur. Il y a rouge, blanc, noir. Au départ, Jean-Nicolas et moi, on était assez perplexes par rapport à une nouvelle approche qui s'appelle « Pouvoir d'agir », avec un petit livre vert qui fait écolo et qui fait marketing. Suite à l'exposé, on a été peut-être un peu ébranlés. Il faut dire qu'on a jasé beaucoup avec Yann au cours du colloque et on se rend compte que c'est quand même une approche qui mérite de lire plus que les sous-titres. Oui, moi, j'avais passé quand même 2 pauses à maîtriser l'entièreté de l'approche et je crois que j'aurais intérêt à passer encore 1 ou 2 autres pauses. Je vous propose de procéder au vote et si on parlait du pouvoir d'agir, est-ce qu'on serait intéressé à... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé notre conférencier en lui posant une série de problèmes. On avait une boîte complète de problèmes qu'on lui a soumise. Et somme toute, il s'est très bien, à vous de juger, il s'est très bien sorti. Il s'en est bien sorti. Il vous reste encore des problèmes si vous voulez en apporter à la maison, là. Oui. La boîte, il y a une belle participation. Alors, vous pouvez avoir du plaisir en fin de semaine. Alors là, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement d'indiquer si vous seriez prêt à oser essayer l'approche ou avec le coupon blanc, le noir, j'oserais pas, puis le rouge, c'est je suis pas sûr, j'ose pas. On va faire un vote parce que nous, on est démocratique et on veut vous laisser aussi votre pouvoir d'agir. Alors, on veut vous procéder au vote, vous donner une chance de vous prononcer. Est-ce que vous pouvez lever votre coupon? Alors, majoritairement, ça semble très blanc. Je pense que je vois dans le coin là-bas un carton jaune. C'est quelqu'un qui joue au football, c'est sûrement pas un Italien. En tout cas, pas depuis une couple de jours. Okay. Mais ça semble effectivement très blanc, au sens de la couleur du carton, là, bien sûr. Oh, on a quelqu'un avec un blanc et un rouge ici en même temps. On sent alors, on a une hésitation là-bas. Pourquoi pas? Vous avez bien le droit. Bon, parce qu'on sait qu'on ne sera pas aussi bon que lui pour la problématisation, y répondre tout de suite en partant. Il y a des gens qui se disent « Ah, bon, et pourquoi pas? » Donc, ça faisait la vague, il n'y a plus personne qui vote. Je parle tout seul, vous avez le bras fatigué. Mais le moment où vous aviez le coude en forme, on avait une majorité de blancs, Michel. Quasi-unanimité. Alors, on vous félicite pour cette
présentation et avoir quand même convaincu beaucoup de gens à tester. Après avoir testé le conférencier, on pourra tester l'approche. Alors, je vous dirais, bien, on est rendu pas mal à la fin de cette activité. OK? L'activité au grand sens de, je vous dirais, oui, cet après-midi, mais aussi le colloque que l'on a vécu ensemble. J'en suis rendu à vous remercier de votre participation, vous rappeler peut-être de remplir les évaluations du colloque, s'il vous plaît. Ça aide à l'organisation, ça aide à bien des choses. Et ça serait le moment tant attendu, OK? Je pense qu'il y en a que ça fait 2 jours qu'ils attendent ça, afin d'entendre Mme Diane Harvey et son mot de remerciement. Mme Diane Harvey, directrice générale. Juste avant, parce que là, j'ai peur que tu emportes, mais on aurait juste quelque chose à dire. En fait, j'aurais quelque chose à dire. C'est, au cours de ce colloque, où on parlait du partage des savoirs, on a quand même eu 27 ateliers, 11 formations et plus de 500 inscriptions. On est à 531 inscriptions. Alors, je crois que, bravo Diane, bravo à la QRP pour nous avoir rassemblés. C'est extraordinaire. Il ne faut pas oublier que ces présentations-là ont été sélectionnées tout spécialement parce qu'elles comportaient soit la présence de pairs ou qu'on parlait du savoir expérientiel, qui est un mot qui n'existe pas en français. On a su ça hier dans une présentation. Et il faut se rappeler qu'avec autant d'énergie et de participation, on est en voie vers quelque chose. Merci à vous. Puis Diane, à toi de nous conclure ce colloque. Merci. Merci à nos 2 animateurs qui, vous l'avouez, sont vraiment excellents. Alors, rapidement, avant de vous dire les mots de la fin, Marie, on va passer à l'acétate du gagnant du concours de tourisme Laval. Donc, une dame qui se mérite un prix d'une valeur de 500 $ et qui s'appelle Madame Julie Potvin. Alors, Madame Potvin, vous pourrez venir à la régie technique à la fin de la clôture pour venir chercher votre prix. Alors, c'est le mot de la fin. Naturellement, je me dois de remercier énormément de gens. Je ne peux que souligner tout le travail important du comité scientifique. J'aimerais vous dire, je vais sauter les noms, mais c'est trop important. Je crois qu'il faut les nommer. Alors, merci à... Mais je vais y aller vite. Merci à Rosalie Bérubé-Lalancette, Michel Gervais, Michel Gilbert, Jeannie Houle, Julie Lesage, Marie-Noël Legier-Paquette, Jean-Nicolas Ouellet, Erato Paris, Michel Perrault, Joanne Reims, Charles Reiss, Mathilde Roy et Mireille Saint-Onge. Le protocole, naturellement, m'oblige à vous rappeler aussi toute l'importance et le soutien du conseil d'administration. Alors là, j'y vais encore très vite. Merci à Cathy Roche, Christine Boisvert, Denise Fortin, Viateur Langlois, Daniel Lefebvre, Julie Lesage, Jean-François Pelletier, Marie Strudel et Pierre Arcan. Merci. Un gros merci, un énorme merci à tous nos bénévoles du Pavois. Le Pavois a vraiment été un organisme soutenant dans l'organisation de ce colloque-là. Depuis plusieurs années, il nous aide vraiment à toute la question, toute la charge bénévole. Donc, merci tant au personnel du Pavois que toutes les personnes utilisatrices qui se sont joints à l'équipe pour soutenir ce 18e colloque. Naturellement, un merci à nos commanditaires financiers. On ne peut que souligner la Commission de la santé mentale du Canada, Otsuka Lumbeck, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que quelques commanditaires tels que Via Rail, Keolis, les députés de Québec et de Laval, naturellement. Mais surtout, j'aimerais finir en vous disant merci à tous pour cette magnifique aventure, ces croisements de savoir, ces croisements de plaisir. Je terminerai en invitant mon équipe à monter sur la scène. J'avais amené mon petit coupon blanc pour vous dire, moi, je vote qu'on se revoit dans 2 ans. J'espère que vous êtes d'accord avec ce vote-là. Mais surtout, on se revoit dans 2 ans, mais surtout,
en mon nom, en nom du conseil d'administration, mais surtout au nom de toute l'équipe, on aimerait vous lever notre chapeau. Bravo à tous. Bon retour, soyez prudents. On se revoit en 2019. Merci beaucoup.